que contrôler l'achat et la vente de 106 chars de bleuets était tout un travail. Vous aviez affaire à tous les petits acheteurs, puis toute la responsabilité de l'argent. Exactement. Tous les petits acheteurs apportaient leurs bleuets au char. Nous les payions, mais il fallait les revendre ensuite. Et c'était par téléphone avec les Américains, parce que au Canada, ils se dépensaient à ce moment-là pas beaucoup de bleuets. Alors la vente se faisait par téléphone. Mais la vente ensuite était confirmée par télégramme. En plus de ça, je pense que vous n'aviez pas rien crédit. Il y a bien des fois que vous étiez à bord des chars à manœuvrer des boîtes, ça. Exactement, parce que je travaillais pour un pauvre homme. Alors il fallait lui être utile. Vous avez, puis ça avait été combien de souvent le soir, durant la veillée, tout ça, pour la part de votre journée fait, ça. À peu près à toute heure de la nuit. Pas de temps de... Disponible à peu près à toute heure de la nuit. Quand il arrivait pour venir chercher ces bleuets-là, il arrivait du monde qui ne parlait pas français, des fois. Exactement. Vous étiez obligé de vous défendre. Exactement. Tant bien que mal, on se défendait comme on pouvait. Parlant de bleuets, justement, vous ne pourriez pas nous conter, vous êtes sûrement allé dans les bleuets avec votre famille à certaines reprises à l'automne, même pour le fun, pour ramasser ce que vous pourriez nous raconter ça, une expédition de bleuets, peut-être un peu comme il y a. Oui, il va sans dire que tous les ans, avec ma petite famille, on allait se ramasser des bleuets. C'était pas loin dans ce temps-là, aller au bleuet. À peu près à 3-4 milles du village, puis des bleuets, on en avait tant qu'on voulait. Alors, la femme préparait le lunch et on partait en famille. Les uns faisaient une bonne part, les autres faisaient pas grand-chose. Finalement, on revenait le soir avec une ramasse normale. C'était un bon apport financier, ça? Non, non. Ça aidait beaucoup? Ça, à ce moment-là, c'était pour nous autres seulement. On n'a jamais ramassé de bleuets. Ah, j'ai dit non, c'est vrai, en effet. Mes petites filles ont ramassé une couple d'années pour vendre. C'était pour payer leurs études. À ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de revenus beaucoup. Alors, quand c'était le temps de partir pour les écoles, il fallait que la valise soit prête. Et c'est alors que les petites filles ramassaient du bleuet pour leur valise. C'était courant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. À peu près tout le monde faisait ça. Puis c'était un moyen chantier, les champs s'emplisaient de monde ou c'était... Oh, le village se vidait. Le village se vidait, à peu près tout le monde allait au bleuet. Les uns pour vendre, d'autres pour eux autres seulement, mais à peu près, puis il n'y avait pas d'âge. Là, ils partaient en char. C'est en char, pas en char, en voiture. En voiture à piton. C'est ça. Ils appelaient... Oui, oui. Ah oui. Comment ça s'appelait, ça, le cheval? C'était quoi les pièces, là? Nous autres, on ne connaît pas ça, là. Il faudrait nous expliquer ça. Quand vous partiez avec un cheval, c'était quoi les préparatifs avant de partir avec un cheval? Ben, il fallait commencer par soigner le cheval, parce que le cheval, il ne vit pas à l'air du temps non plus, lui. Il fallait lui donner du foin et de l'avoine. Puis ensuite, ben, il fallait l'étriguer, il fallait l'écurer. Puis quand on avait affaire à sortir, ben, il fallait que le cheval paraisse bien pour pas avoir l'air trop pauvre. Pareil comme avec les autos aujourd'hui, on les... Exactement. On le frappait, puis... Avez-vous été mêlé à la politique, M. Trottier?
autant que possible, je me suis abstenu de la politique. Du moins de près. De loin peut-être, mais de près, j'ai évité ça le plus possible. Avez-vous des souvenirs à ce moment-là en politique? Oui, Quand tu as été voir Jean-Joseph au Parlement. oui. Je me rappelle d'une élection. C'était une élection, si je ne me trompe pas, fédérale. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Alors, les rapports des pôles venaient par téléphone. Et puis, on se rendait donc vis-à-vis le pôle. Et l'officier rapporteur, chaque fois qu'il y avait un téléphone, il sortait sur la galerie puis il disait, disons par exemple, le pôle numéro 10, soit Saint-Félicien, majorité d'un tel, soit pour le candidat libéral, soit pour le candidat le conservateur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien que deux partis. Cette fois-là, il y avait un certain monsieur de Normandin, un homme assez âgé, et puis, à un moment donné, il traversait du côté, parce que les clans étaient séparés. D'un côté de la rue, c'était les libéraux, ou les rouges, si vous voulez. De l'autre côté de la rue, c'était les bleus, les conservateurs. Et alors, ce vieux-là, lui, chaque fois que l'officier reporter sortait sur la galerie pour annoncer un résultat, dépendait de la majorité. Le vieux, lui, voyageait d'un côté ou de l'autre pour être sûr de ne pas se tromper. Il voulait gagner. Il voulait passer, du moins, pour avoir gagné son élection. Je m'en rappelle très bien. Il occupait une charge assez importante pour pouvoir ménager le chou et la chèvre. Vos sports favoris, vous disiez aujourd'hui on parle de sport beaucoup. Avez-vous des sports favoris dans ce temps-là, M. Trottier? J'ai jamais été un sportif. D'ailleurs, dans ce temps-là, le sport, ça existait à peu près pas. Quoique, disons, rendu à l'âge adulte, puis assez avancé, je me suis attaché au hockey. Non pas comme joueur, mais comme spectateur. Et j'ai fait des démarches assez longues pour aller voir des joutes à Jonquière ou à Chicoutimi dans le temps des fameux castors de Dolbeau. J'imagine, on revient en arrière, vous veillez dans ce temps-là, quand vous étiez jeune, là, ou moins jeune. De quelle manière que ça se passait? Nos veillées. Bien, c'est assez difficile à dire les veillées intimes parce que, comme je vous dis, mon père avait un restaurant. Alors, lui passait la journée au restaurant, mais le soir, ben, il sortirait dans ses appartements, et puis c'est moi qui avais soin du restaurant. Alors, je m'en allais veiller au restaurant, c'est-à-dire que je gardais le restaurant jusqu'à 10h, 9h30, 10h, 10h30 du soir, tout dépendait. Mais quand il se faisait réveiller, Aux comment ça soirées. se faisait? Ah, Les soirées. les soirées, c'était du chant et de la musique. Et puis, des histoires. Aviez-vous la permission de danser? Oh non, ça c'était strictement défendu de danser. Oh non, il fallait s'accuser de ça. Et puis même, j'ai eu connaissance des refus d'absolution pour s'être accusé de danser. Alors, soit qu'on aille à confesse ailleurs, ou soit qu'on cache ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel comme aujourd'hui, la boisson ne coulait pas à flot comme aujourd'hui. Hein? Non,
Non. Mais il y avait tout de même, comme aujourd'hui, la boisson circulait assez librement. C'est-à-dire que c'était de la boisson faite au pays qu'on appelait la baboche. Et puis, Ça coûtait pas cher. ça coûtait pas cher. Mais ça rendait fou aussi. En avez-vous vu faire? Oui, j'en ai même fait. C'est-à-dire que j'ai pas jamais fait de bière, mais j'ai fait du vin. Des vins faits à la maison. On a fait ça pendant 3 ou 4 ans, soit du vin de raisin, du vin de cerise. Mais de la bière, chez nous, à ma connaissance, mon père en faisait, mais moi, dans mon ménage, j'en ai jamais fait. Étiez-vous un joueur de tour, des fois, comme il y en a qui étaient le agrément, ça? Pouvez-vous nous raconter si vous en avez fait? Vous êtes bien curieux, là. On est ici pour ça. Oh, j'en ai tellement joué que ce serait assez difficile de vous en faire part d'un. Le tour le plus remarquable que vous avez joué, à peu près, là. Le plus pendable, vous savez. Ben, je travaillais à Saint-Cœur-de-Marie. Je faisais le fromage à Saint-Cœur-de-Marie au lac Saint-Jean. Puis le dimanche, à la sortie de l'église, c'était pendant la construction du barrage de Chipcha. Dimanche, à la sortie de l'église, il y avait un groupe de jeunes gens qu'on passait, et puis qui insultaient à peu près tout le monde. Les gens s'étaient réchauffés, je suppose. Puis ils s'en allaient à l'hôtel Bimeur, qui était tout près de Saint-Gédéon. OK, on arrête là. L'hôtel qui est à peine tout près. Ils s'en allaient passer l'après-midi à l'hôtel Bimeur, qui était sur l'île d'Alma. Alors, après avoir fêté toute la journée, moi, je restais, je pensionnais chez un monsieur Bergeron, Eugène Bergeron, et qui, lui, faisait de la baboche de temps en temps. Et ce dimanche soir-là, j'avais veillé à la maison où nous avions pris quelques verres. Mais à un moment donné, j'ai sorti dehors et j'ai vu venir une machine. Des machines, à ce moment-là, ils n'entraînaient pas ben. Quand on voyait venir une machine, on disait pourtant, c'est quelqu'un, ça, c'est ça qui s'en vient là. Alors, j'ai arrêté la machine avec ma main, comme on dit aujourd'hui, faire du pouce. Les gens sont arrêtés, puis ils m'ont demandé, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, excusez-moi. Je dis, je pensais que c'était ma machine qui s'en venait, puis je dis, je m'aperçois que c'est pas eux autres. Il y a un gars qui était dans le fond de la machine, il me dit, c'est tout ce que tu veux, ça? Je dis oui. Ben, il dit, si tu veux d'autres choses, on peut te donner d'autres choses. Ben, je dis, si tu as quelque chose qui a du bon sens à offrir, tu peux venir, tout de bien. Si tu as quelque chose qui a du bon sens. Alors, le propriétaire de la maison, M. Bergeron, est sorti, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là, donc? Il dit, vous avez été passé l'après-midi sur l'île d'Alma, vous êtes malade de boisson, là, vous autres. Rentrez donc, on va vous payer à traite. Ça va vous faire du bien, là, vous n'avez plus de boisson, rentrez donc, on va vous payer à traite. Alors, les gens sont tous rentrés dans la maison. Jeanne Bergeron a été chercher un tébard, plein de verres, puis plein de bière. Et puis, il passe parmi la foule. Moi, j'étais resté sur la galerie avec mon copain qui m'agaçait tout le temps. Alors, Eugène Bergeron vient me trouver, puis il me dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, donc? Ben, j'ai dit, c'est ce monsieur-là, là. J'ai dit, il y aurait quelque chose à m'offrir, puis j'ai dit, il ne sort pas, qui veut m'offrir.
Ben, il dit, ouais, ça marche pas. Il dit, allez-vous-en toutes. Il rouvre la porte, puis il sort dehors. Alors, ces gens-là sont partis aussi à jeun qu'ils étaient. Avez-vous une autre question? Sans doute, pendant votre enfance et pendant votre jeunesse, vous avez vu faire du savon du pays. J'aimerais que vous nous en donniez la recette, la manière qu'on faisait ça à ce moment-là. Oui, j'en ai fait moi-même. Tout d'abord, la base du savon, c'est fait avec du gras. Du gras de poule, du gras de lard, du gras de bœuf. Oui, oui, une minute. Oui. Tous les gras que la femme n'usait pas dans la maison. Et ça, on conservait ça, on mettait ça dans des vaisseaux, puis on conservait ça pour faire ça généralement le printemps, à la fonte des neiges. Et là, on avait un vaisseau, un grand vaisseau en fer, qu'on appelle une chaudronne de fer, qu'on suspendait sur des tréteaux avec une perche en travers, de manière à pouvoir faire un feu en dessous de la chaudronne. On mettait l'eau et le gras. Et là, on faisait bouillir ça avec du caustique et puis de la résine. Est-ce que c'était ce qu'on appelait le consommé? C'est justement ça, c'est ça. Pardon, le consommé se faisait avant de faire le saumon parce que, supposons par exemple qu'un cultivateur perdait un animal. Alors, il désossait le plus possible l'animal, mais comme il restait encore beaucoup de gras après les os, ben à ce moment-là, il mettait bouillir ça, puis il ramassait le gras pour faire le savon le lendemain ou quelques jours après. Et en revenant au savon, après une certaine remarque qui consistait à la cuisson du gras, qui consistait à ce que ça dégoûte presque comme une femme quand on fait de la tire, puis que la tire dégoûte par goutte seulement, c'était le temps d'arrêter la cuisson. Alors, à ce moment-là, on mettait du gros sel pour arrêter la cuisson, et puis le savon était fait. Mais il restait la lessive. La lessive, ça, les femmes usaient ça pour laver le plancher. Est-ce que c'était ce qu'on appelle la potasse? Oui, oui. Et les femmes conservaient ça pour laver le plancher parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de prélord ni tapis sur les planchers. Il n'y avait même pas de peinture dans plusieurs maisons. C'était ce qu'on appelle du bois blanc. Et on avait des branches de sapin qui servaient de brosse, qui faisaient un très beau plancher, bien blanc, et qui sentait très bon. À ce moment-là, c'était la potasse, c'était la partie en dessous du savon. En dessous du savon. Le savon, ça, c'était jaune. Oui. Et la potasse, c'était C'était noir, brun. brun-noir. Brun foncé. Oui. Bon, ben maintenant, M. Trottier, on n'a qu'à vous remercier d'avoir bien voulu
vais vous jouer une partie d'un set canadien de le temps de notre jeunesse. Essayez-vous un coup là encore. On enregistre bien. Essayez encore un coup. Peut-être que là, vous allez l'avoir. Essayez-vous encore un coup. Avant de dire que... Ça va être faute si c'est pas beau. On ne viendra pas. Je vais les mettre ici. C'était parfait. OK? Ça marche. Ah oui, moi ça dépasse d'une minute, 3h30. Je vais Ben, essayer on va de le mettre l'arrière. chez maman qui prend le temps de l'avant. Nous autres, l'horloge, OK. elle prend. OK. OK, Bon, ben. y aller, c'est parti. Monsieur Deberge, êtes-vous né à Normandin? Oui, oui. Je suis né en 1909. Le 11 février 1909. Votre père venait de quelle région lorsqu'il a décidé de venir voir les terres prometteuses du lac Saint-Jean? Car c'était ce qu'on disait à l'époque. Mon père, il est arrivé, lui, c'est en 1895. Ça fait curieux quand on pense à ça, la manière qu'il nous racontait ça. De quelle manière qu'il est arrivé. Il avait été travaillé à Montréal. Vous savez, où il était élevé, le port de Saint-François-de-Montmagny, lui. Puis, c'était une vieille place. Il n'y avait pas de... Il n'y avait plus de terre disponible. Puis, il y était plusieurs garçons, eux autres. Ça fait que mon père a décidé de partir et aller gagner sa vie à Montréal. Là, il a travaillé rendu à Montréal, il s'est engagé comme débardeur. Il a été là pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il a décidé de venir se promener chez lui, à la maison paternelle, à Saint-François-de-Montmagny, voir ses parents.
Puis c'est là quand on pense, vous savez, comment est-ce que c'est la Providence, joue son rôle. C'était le deuxième dimanche, après qu'il ait eu assez gagné d'argent, lui, dans le temps qu'il était débardeur, puis qu'il pouvait s'être habillé, vous savez, il a décidé de venir se promener. Ce fait-là, quand il est arrivé chez lui, le deuxième dimanche, en allant à la messe, il était à la messe, c'est faux, puis curieux de coïncidence, il y avait un prêtre colonisateur. Puis dans son sermon, lui, là, il a parlé de la colonisation. Il a parlé surtout du lac Saint-Jean. Il y en avait déjà qui étaient partis pour venir habiter le lac Saint-Jean. Ça fait en dînant le midi, mon père se met à dire ça à son père. Il dit, papa, il dit, j'ai envie d'aller voir ça. Si vous pensez de ça. Ah ben, il dit, mon pauvre petit garçon. Il dit, si ça te fait plaisir d'y aller, il dit, vas-y voir ça. Ça fait toujours qu'il est parti, puis c'est envenu ici, à Normandin. Dans ce temps-là, les forts étaient à Roberval. Même de ça, oui, c'était à Roberval. Il est parti de là, puis c'est envenu à pied, ici à Normandin. Puis il a été séchoué, dans ce temps-là, il y avait un nommé Pierre Morin, qui se trouvait parent un petit peu avec lui. Il s'est en allé, sa première place, c'est là qu'il s'est en allé, puis bien content de se rencontrer, la parenté. Ça fait que là, parle, j'ose te voir que là, il est venu la question des terres. Fait que là, il est parti, puis il a été avec ce nommé Pierre Morin là, qui aujourd'hui, qui était le père à Alphonse Morin, puis Hector Morin, tous les Morins d'ici de Normandin. Ça fait que là, il a décidé, lui, d'acheter la terre qui a appartenu à Albert Lévesque. Aujourd'hui, c'est Jérémie Lévesque qui a ça, en face de Montgrand aujourd'hui. Ça fait que de là, il est arrivé, puis il a acheté ces 2 concessions de long qui donnaient 2000 de long. Au-delà, étant donné les battures qu'il y avait à l'autre bout, de la deuxième concession, ça lui donnait au-delà de 2000 de long. Il a acheté 2 lots de terre. Ça fait que là, il a travaillé. Là, c'est lui qui a donné le premier coup d'arche sur cette terre-là. Là, il s'est bâti un petit camp. Puis là, il est parti après ça. Il a travaillé tout l'été. Il a fini son été là. Puis l'hiver ensuite, il est tourné chez lui, à Saint-François-de-Montmagny. Puis l'année suivante, il s'est envenu travailler encore, à reprendre sa terre, là, tout bas. Puis là, il s'est envenu, lui, l'année suivante, il s'est envenu avec 2 petits bœufs que son père lui avait donnés. 2 jours avant qu'il parte de Saint-François avec ses petits bœufs, là, ils ont commencé à les dompter. Ils attelaient, puis ils les domptaient, puis quand pour partir pour faire le trajet de Saint-François-de-Montmagny, aller à Québec, à Lévis, qui donnait une affaire de 30 000. De là, ils ont embarqué sur le bateau, ces petits bœufs-là, puis ils ont débarqué à Chicoutimi. Puis là, il s'est rendu à Normandin avec ses petits bœufs. Puis c'est là qu'il a commencé à rendre ici, qu'il a dompté. Il s'est mis à travailler, il a agrandi sa terre un petit peu. Toujours que là, il y avait encore des dettes qui le fatiguaient, lui. Il avait acheté 2 concessions. Je ne me rappelle pas du montant qu'il avait payé, par exemple. Mais toujours qu'il a décidé de faire la terre, le lot qui venait d'ouvrir. Il y avait à peu près une vingtaine d'arpentes faites de terre. Il a eu l'occasion, en tous les cas, il a vendu, il n'a pas bien fait, il a vendu le lot qui avait commencé à défricher, le camp, ainsi de suite. Il s'est en allé sur la 2e concession, qui se trouvait au rang 8. Là, ça lui donnait l'occasion. Là, il a tombé plus de dettes. Les dettes le fatiguaient, lui, mon père. Fait que là, il a commencé tout en eux. Là, il est arrivé, puis il a commencé à défricher. Il s'est tenté, là, en arrivant, là, il s'est mis une tente pour commencer, parce qu'il s'est bâti un camp. Toujours qu'il a agrandi sa terre de petit à petit, comme ça. Puis après ça, bien là, quand il est arrivé, lui, ici à Normandin, il avait 22 ans. Puis là, il était rendu à 24 ans, là. Puis,
il a décidé de prendre campagne. C'est là qu'il s'est marié avec ma mère, Julie Hamel. D'abord, Julie Hamel, il avait fait la rencontre, il avait connu la famille des Hamel, lui, étant donné que mon grand-père Hamel était arrivé avant toute une famille. Mais que ce que je ne voudrais pas oublier non plus de raconter un petit peu, en passant, vous savez, comment est-ce que c'est que mon grand-père Hamel est arrivé ici à Normandin. Ça, c'était fait un peu cocasse, ça, vous savez. D'abord, mon grand-père Hamel, il est parti d'Aubinière. Il y avait 8 enfants. Fait que donc, avec le père et la mère, ça tombait 10. Fait que là, ben, ils ont décidé de venir s'établir au lac Saint-Jean. Ils ont parti, eux autres, avec tout le bagage. Peut-être ça curieux, avec 2 sets de salon, vous savez, puis le poêle, le frigidaire, tout ainsi de suite, mais tout le bagage était embarqué d'une charrette à 2 roues. Il y avait 8 enfants, puis les 2 qui faisaient 10. Ça fait que figurez-vous que le set de salon n'était pas gros, ni le set de cuisine, ni les chaises n'étaient pas beaucoup, vous savez. Il est parti avec un cheval attelé sur une charrette de l'Aubinière. Puis de là, ils ont pris le bateau, aux autres, à Québec. De Québec, ils ont débarqué, avec mon grand-père Hamel, à Chicoutimi. De Chicoutimi, il était toute la famille en charrette avec tous 2 bagages. Ils sont venus s'installer, ils étaient installés ici à Normandin. Oui, ils sont partis avec tous les bagages encore avec le cheval attelé sur la charrette, puis ensuite de ça, la vache attachée en arrière. Il y avait une vache aussi. Ils sont partis de Chicoutimi, puis ils sont venus. Toujours que je ne peux pas vous dire comment c'est déjà pris le temps de partir de Chicoutimi à venir à Normandin. Ça va se couper, ça? Bon. Ça fait que quand il est arrivé à Normandin, ils ont débarqué justement. Aujourd'hui, c'est Louis Frigon. Aujourd'hui, tout près du petit ruisseau, là. Là, ils sont tentés, là, puis ils ont débarqué. Puis c'est là qu'a été les premiers chez eux autres. C'est là, c'est sur sa terre. C'était là, au petit ruisseau, puis il y a Louis Frigon aujourd'hui. Ça fait que là, bien, là, c'est là que la colonisation s'est faite. Là, il s'est mis à travailler, puis il a ouvert sa terre, lui, là. Toujours qu'il y avait, pas longtemps après, vous savez, il y avait 4 garçons, 4 filles quand il est arrivé ici à Normandin. Ça fait que là, l'année suivante, oui, c'est l'année suivante, là, il y avait un bon marché à faire. Il y avait 3 lots à acheter, voisins, puis il trouvait donc ça d'adon pour ces garçons. Il y avait toute sa famille autour de lui, puis là, ben ça, c'est ça qu'il rêvait. Fait que toujours, mon grand-père Hamel, lui, il est parti, il n'avait pas le moyen de se payer de bus. Il est parti de Normandin. Il a été à l'Aubinière pour avoir secours de la famille des Hamel, de sa parenté qui était à l'Aubinière, à pied. Il a fait son voyage à pied, aller-retour. Quand il est arrivé là-bas, le résultat de son voyage, il est arrivé là-bas, puis ils ont dit, viens-t'en par ici, si tu veux, on va arriver, puis on va t'aider, mais si tu restes là-bas, c'est une affaire qui n'a pas de bon sens du tout. Ben, il dit d'abord que vous ne voulez pas m'aider, il dit, je m'en retourne. Il s'étant venu, il est venu à bout de s'arranger, qui a racheté les 3 lots autour, puis il a tout établi ces enfants-là. Qui aujourd'hui, qui était la terre, plusieurs ont connu, de Gédéon Hamel, Joseph Hamel, Théophile Hamel, hein, il a tout mis ses garçons autour de lui, puis ils ont tous fait le terre, puis en tout cas, ils ont tous tombé en état de vivre. Ça fait que j'en reviens à mon père après ça. Lui, pour aller travailler sur la 2e concession que vous parlez, là, vous savez, il y avait un chemin. Il ne faisait pas le tour par le village comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les chemins d'aujourd'hui. Vous savez, il a été longtemps, lui, que pour venir... mais pour venir ici, sur les Hamel, qui se voisinaient, ils venaient une fois de temps en temps, il y avait comme d'argent, il y avait des jeunesses chez les Hamel, puis lui, ben, il était garçon. Puis après qu'ils ont été mariés, ben là, ils se voisinaient de temps à autre. Il vous dit que ça ne sortait pas souvent.
Mais quand il est arrivé au rang 8, fallait être courageux. Parce que son premier voisin, d'un côté, il était à 2000. L'autre côté, il était à 1500. C'était un nommé Jean Villeneuve, en tous les cas, qui était son deuxième voisin. Ça fait que c'est donc à dire, vous savez, qu'il n'y avait pas... Les sorties étaient très, très rares. Ensuite de ça, bien, il s'est mis à défricher. Des friches, mais il a fait de la terre, il s'est mis à cultiver, il a fait des semences, la vie a continué. Il y avait 2, 3 enfants. C'est quand maman nous racontait comment c'était les premières années. Oui, mais maman, elle a tout le temps aidé mon père dans le champ, vous savez. Puis c'est quand les premières années, oui, mais les enfants, tu sais qu'ils gardaient, il n'y avait pas de voisins. Ben, dit ton père, dit, faites une petite voiture, dans le temps des foins, par exemple, pour serrer le foin, n'importe quoi. Ou s'il allait, il aidait à travailler dans la terre, il avait fait une petite voiture, puis quand il partait, il attachait il embarquait les enfants dans la petite voiture, puis il traînait avec eux autres toute la journée. S'il serrait du foin, s'il était attaché en arrière de la forêt, la petite voiture était attachée en arrière de la forêt, puis il y avait tout le temps les enfants proches. Ça fait qu'il n'était pas inquiet des enfants. Du tout. Vous aviez combien de frères et sœurs, M. Teberge? Moi, j'ai 8 frères. D'abord, ils ont eu 4 chez nous, nous autres, ils ont eu 14 enfants. Il y en a un qui est mort à l'âge de 15 jours, 3 semaines. Fait qu'on restait 13, on restait 8 garçons, 5 filles. Ouais, 8 garçons, 5 filles. Oui. Vous êtes marié à Normandin? Oui, je me suis marié à Normandin. En quelle année? Oui. En 1929, justement. Je me suis marié jeune, moi. Ouais. D'abord, vous savez, j'ai eu l'avantage, j'ai connu ma femme, je l'ai connue jeune, puis... les chemins sont améliorés. Votre femme est à Normandin? Ma femme est venue au monde, à Normandin aussi. Ah oui. Mais en tous les cas, oui, elle est à Normandin aussi, puis elle restait pas loin, elle était chez nous, il y a 1,5 mille. Ça fait que nous autres, dans ce temps-là, 1,5 mille, ça, j'ai été la voir plusieurs fois, à pied. Ah oui, à pied. Ça... Et vous avez eu combien d'enfants? 10, 5 garçons, 5 filles. Vous étiez également sur une ferme? Oui, j'étais sur une ferme. Je suis venu au monde sur une ferme, puis après ça, quand j'ai commencé, je me suis mis, on a été, je pense, on a été 3 ans ou 4 ans avec, à la vieille maison. Puis de là, après ça, ben, on s'est en allé, nous autres, sur une petite terre que mon père m'avait passée. Puis, ça vaut à peine de vous raconter ça. Comment est-ce que c'est que ça pouvait être payant? J'ai encore mon livre de comptabilité de la première année, de 1933. De 1933, j'ai mon livre de comptabilité ici. On avait 3 enfants dans le temps. Ça fait que le 1er mai 1933, ma première paye de fromagerie a été de 4 piastres et 43 cents. J'étais à 2,5 de la fromagerie. Ça fait que le lait, il fallait que j'y aille. J'y allais des fois, je sautais une journée, mais en tous les cas, au moins 4 fois par semaine, qu'il fallait que j'aille à la fromagerie, vous savez. Ça fait que puis ça continue comme ça. J'ai une paye de 4,43, un autre de 3,63, un autre de 3,78, un autre de 4,81. Ici, j'ai une recette que j'ai une poule vendue et 14 poulets, 1 pièce et 25. Ensuite de ça, j'ai 7 douzaines d'œufs qui m'ont donné 1 pièce et 5. Voilà mes payes encore, 5 pièces et 22, 6 pièces et 87, 7 pièces et 35, 6 pièces et 2, 5 pièces et 66. Boulot vendu à Arthur Dion, 2 pièces et 15, une paye de fromagerie. En tous les cas, en résumé, voyez-vous, total des revenus durant l'année. Sur ça, j'ai vendu 4 cochons, 24 pièces. Qui me donnait un total de revenus de 109 pièces et 90 cents. Pour l'année? Pour l'année, ça. J'avais 3 enfants. Puis l'année, j'ai fait amélioration. Voyez-vous, l'année suivante, mon montant de fromagerie que j'ai retiré l'année suivante,
117 piastres et 76 cents. Ça fait que c'est donc à dire, vous savez, qu'on n'aurait pas dans l'argent dans ce temps-là. Mais savez-vous, par exemple, que je n'ai pas connu les dettes. Je n'ai pas connu ce que c'est que de m'endetter. Ça, je n'ai jamais connu ça. Mon père a tout le temps dit, surveille les dettes, surveille les dettes. Je me rappellerai tout le temps de, quand j'ai arrivé, un bon coup, la première machine que j'avais achetée, elle m'avait coûté, elle avait 17 000 de fait, un petit Ford, 2 portes. J'avais acheté ça d'un agronome de la ferme. J'avais payé ça 127 piastres et demi. Mon père m'a dit, il dit, tu vas prendre le chemin, dit Roméo. Il dit, fais une dépense comme ça. Vous savez, dans ce temps-là, fallait y penser un peu comment c'est que c'était. C'était les revenus presque de l'année. C'était presque les revenus de l'année. Mais ça, quand j'ai acheté mon petit Ford, par exemple, là, c'était au bout de 7-8 ans, 5, 6 ans plus tard. Il y avait eu une amélioration, il y a un peu dans le temps, ça. Qui a cette ferme-là à présent? Là? La mienne, c'était nommé Fortin, mais celle de mon père, puisque c'est que j'ai été élevé, aujourd'hui c'est un de mes garçons, c'est le 4e de mes garçons qui l'a. Aujourd'hui c'est Réal. C'est lui qui a la terre de votre père. Ah oui. Puis où est-ce qu'on a resté avec votre père? Puis où est-ce que c'est qu'on a resté Au début de ouais. Ben oui. En tous les cas, c'est lui qui la terre n'a pas changé de nom, elle. Du tout, du tout. Vous avez commencé avec un troupeau là, de combien de bêtes? Moi, quand j'ai commencé, mais mes pères de fromagerie, par exemple, j'ai commencé avec 6 vaches. C'est-à-dire 6 vaches dans ce temps-là, je n'avais 5, c'était leur premier veau, puis il y en a une qui était, on va dire, comment on dit, une vieille vache, hein? Une vache âgée. Ça fait que c'est avec ça que j'ai commencé, puis après ça, j'avais 15 poules quand j'ai commencé. J'ai arrivé, moi, avec 6 vaches, puis 15 poules. C'est avec ça que j'ai perdu, puis un cheval. Puis là, l'été, vous alliez à la fromagerie, mais l'hiver, Ah ben l'hiver... si vos vaches donnaient encore du lait. Oh non! Oh non, l'hiver, voyez-vous, on les mettait à part ici. On s'en gardait une pour le lait des enfants, pour la maison. Dans ce temps-là, il n'était pas question de faire le lait d'hiver, ça. Hein? Ça, c'était à peu près impensable. Le lait pour la famille Mais seulement. oui. Mais l'hiver, par exemple, je n'ai jamais resté à rien faire. Nous autres, vous savez, dans ce temps-là, sur nos terres, il y avait du bois. Puis l'hiver, après ça, ben, ce que c'est que faisait du bois de chauffage. L'hiver, puis on le vendait l'hiver d'ensuite. Mais pour vous dire comment c'est que c'était payant, par exemple, le bois de chauffage qu'on faisait durant l'hiver, là. Je faisais environ 60-75 cordes de bois. Ça, c'était à peu près la vraie, avec des billots au travers, vous savez, qu'on vendait l'hiver d'ensuite. Mais ça, là, je vendais le bois, 1 pièce et demie la corde. Ça, comptez ça aujourd'hui, quel salaire qu'on pourrait se faire dans ce temps-là. Vous savez Ça, qu'aujourd'hui... c'était rendu au village, là. C'était rendu au village. Si vous prenez aujourd'hui, commencez à arriver, vous partez de chez vous, vous allez dans le bois, vous bûchez votre corde de bois, puis vous le sciez, vous le mettez à 18 pouces de long, vous le fendez, vous le cordez pour le faire presser durant l'été. Là, l'hiver suivant, vous arrivez, puis vous prenez un cheval, puis vous le chargez dans la voiture, puis ça me prenait une grosse demi-journée, puis venir ma corde de bois ici, puis au village. Ça fait que c'est donc à dire que comptez comment est-ce que c'est qu'on se faisait de l'heure, je vous dis qu'on se faisait pas faire de l'heure. Après ça, ben, je peux vous dire en passant que là, j'ai fourni un type à 1 pièce et demie la corde pour tout l'hiver, mais du bois, tout le monde en avait. Mais lui, j'étais averti qu'il ne pouvait pas me payer avant le 1er de juillet, l'été suivant, étant donné que son terme de terre arrivait hier qu'au 1er juillet. Ça fait que je vendais mon bois comme ça, voyez-vous, payé plus tard. Comme j'ai vendu du lard, voyez-vous, ça, je vais vous conter un fait, puis vécu, ça, c'est vécu, ça. J'avais à peu près 3000 livres de l'or. Toujours qu'il y a un nommé Michel Quentin qui était commerçant. Il commerçait les animaux. Lui, il fournissait la viande aux presses, la compagnie presse.
Ça fait qu'il arrive chez nous, bon, ben, il dit, si tu veux me vendre ton lard, il dit, m'en va le... Comment est-ce que c'est que tu payes? 3,5 la livre. Mort, ça. T'as pas envie, ça, c'est mort, ça. Ah, ben, j'ai dit, je prends pas, j'ai dit, je prends une chance, j'ai dit, je m'en vais essayer de vendre plus cher que ça, s'il y a moyen. Là, j'ai parti, puis je me suis en allé à Delbo. Delbo était ouvert, puis Mistassini. J'essaie de vendre du lard à Delbo, pas capable. Je me suis en allé, j'ai traversé Mistassini, je me suis en allé sur un qui fournissait des presses, les chantiers des presses, un nommé Harvey. Ça fait que j'offre mon lard pour l'acheter. Oui, mais il dit, comment si vous payez, il arrive, puis il me dit ça, ben il dit, moi, tu as payé 5 cents la livre. Mort. Rendu ici. Mais, par exemple, il va falloir que tu m'attendes. Nous autres, là, moi, je fournis les chantiers, il m'embourse rien qu'à part la fermeture des chantiers. Fait qu'il dit, avant que j'aille mon argent, moi, il dit que pour te payer, il dit, il faut que je sois payé. Ça fait que vous, j'ai consenti à vendre mon lard 5 cents la livre. Ça fait que là, j'ai parti avec 2 chevaux, mon lard mort, j'avais 3 000 environ 1500 livres. Ça a été une grosse journée pour aller mener ce lard-là. J'avais pris 2 jours avant pour aller le vendre. J'avais été obligé de coucher à Delbo, ce voyage-là, quand j'avais été pour vendre mon lard. Ça, j'ai vendu ça c'est ce lard-là, je l'ai livré dans le mois de janvier. Là, il y avait la moitié du montant, que ça se montait, je ne me souviens pas le montant, là. Mon premier chèque antidaté était payable le 1er juillet. La balance, le 1er de septembre. Ça faisait long à attendre. Mais une chose, vous savez, qui m'a resté encore, bien content, le dimanche suivant, j'arrive, puis en venant à messe, on était là sur une maison. J'arrive là, ben, on parlait avant la messe, et on se rencontrait tout le temps, puis on comptait tout le temps nos affaires dans ce temps-là. Là, j'arrivais, puis j'ai dit, moi, je suis bien chanceux, au lieu de le vendre 3,5 à livre, moi, là, je l'ai vendu 5 cents. Hein, je faisais 1 cent et demi, pensez donc. Fait que là, ben, mon oncle me questionne, il dit, as-tu été payé cash? Non. J'ai dit, moi, être payé le 1er juillet, puis la balance, le 1er septembre. Ah ben, il dit, j'aimais bien mieux, il dit, moi, il dit, vendre 3 cents à livre, puis être payé, que de vendre 5 cents la livre, puis jamais être payé. Ça a resté gravé, ça, vous savez. Là, j'ai pensé, j'ai trouvé aller au 1er juillet, le temps long. J'avais hâte, moi, que le 1er juillet arrive, puis il vous dit qu'à 10 heures, j'étais à la porte de la banque pour aller voir si mon chèque passait. Ben, il a passé. Ben, j'ai dit, je parle tout, pas tout, comme mon oncle m'avait dit. Mais le 1er septembre, c'était encore pareil. J'avais bien hâte d'être là encore. J'étais là encore le 1er septembre avant. Mais mon deuxième chèque. Je n'ai pas perdu une scène, ma ferme. Je vous dis, j'étais content pour ça. Mais pour faire du lard comme ça, là, vous engraissiez les porcs avec les produits de la terre? Ah oui, ben non, ben pas tout avec le produit de la terre, pensez donc. Ça, dans ce temps-là, j'avais assez peu grande terre qu'il fallait que j'achète. Il fallait que j'achète, vous savez, aussi pour les nourrir, ces lards-là. Mais malgré qu'on ne payait pas tellement cher, mais il fallait acheter, ça fait que... C'est donc à dire que les lards, vous savez, avoir tout compté mon temps, j'étais bien plus qu'en dessous, un bout. Mais j'étais encore mieux qu'il y en avait eu quelques-uns ici Normandie. Il y en a qui ont arrivé, puis ils ont tout perdu le lard, ils l'avaient été, puis ils n'avaient pas été trouvés à le vendre. Ils ont tout perdu. En pensant d'avoir plus cher, vous savez, c'était impossible, vous savez, dans ce temps-là. Puis, vous avez déjà fait du beurre aussi? Oh, ben du beurre, ben, c'est entendu, ça, que du beurre. Pour ça. la vie de la famille seulement? Oui, ah oui, c'est seulement pour la vie de la famille. Vous savez, quand on savait depuis à peine de la fromagerie, on était comme les autres, on avait notre petit moulin à beurre, ensuite de ça, on faisait la crème. La crème, c'était défendu de la manger. Pensez donc, mais on ne se faisait pas de ménager, par exemple. On ne gaspillait pas, on n'était pas capable de gaspiller, pensez donc. Mais on était heureux, vous savez. Alors, on arrivait, puis, comme il faut, j'ai acheté un paquet de tabac pour fumer comme aujourd'hui. J'ai tout le temps fumé. Mais aujourd'hui, vous payez un paquet de tabac, je pense que c'est 50, 75 cents. Mais là, dans ce temps-là, je payais un paquet de tabac 10 cents.
Je payais un petit tabac à 10 cents, mais il y avait juste que des papiers avec, vous savez. Après ça, ben, un petit peu dans les... Je peux vous montrer un petit peu, comment est-ce que c'est, vous parlez de la farine à cochon, vous savez que j'achetais la... Non, la farine à monde ici. 2 piastres. Ça, mais j'ai tout le temps acheté... Faire du pain. Faire du pain. 2 piastres, vous savez, ici, là. Ça fait que, mais c'est pour vous dire, mais j'ai jamais acheté, par exemple, vous voyez ici, j'ai 5 livres, 50 livres de sucre. J'ai jamais acheté, moi, le sucre... le sucre aux 5 livres, ni aux 10 livres, jamais. Puis en passant ici, vous voyez ici, voyez-vous, c'est marqué, il y a un gallon de sirop, 50 cents, un paquet d'eau blonde, 10 cents, puis une boîte de galettes à cuire, 7 cents. Ouais. Savez-vous pourquoi cette affaire, ça? Ben ça, c'était pour faire ma boisson. Ça, on appelle ça de la babourche. On n'avait pas de moyen de s'acheter de la boisson. Moi, les garçons, je n'ai jamais acheté. Puis marié, oh ben mon Dieu, je pense que c'est la première pinte de boisson que j'ai achetée. Je ne sais pas comment ça faisait le temps que j'étais marié. Ah non, ça, je ne connaissais pas ça. Mais quand il se faisait de noces, n'importe quoi, là, on arrivait pour se divertir. Ben c'est là qu'on se faisait ça. On faisait ça avec du sirop, puis on mettait un peu de sucre dans ça. En tout cas, quand ça nous revenait, ça, une scène, la grosse bouteille, aujourd'hui, la grosse bouteille de bière, ça nous revenait à une scène, ça. Puis un type qui n'avait pris une bouteille, il n'avait assez pour lui. Il n'avait assez pour lui, vous savez, mais comme aujourd'hui, quand il arrive, on pense qu'il paye la petite bouteille, une pièce et 25. Mais pensez donc, comment est-ce que c'est qu'on n'aurait pas eu moyen de faire ça, vous savez. Tout à l'heure, vous parliez quand... Nous autres, dans ce temps-là, quand on venait à la messe, vous savez, à la grand-messe le dimanche, nous autres, il y avait mon père qui était le secrétaire de la municipalité puis de la commission scolaire. Puis lui, il disait que le monde venait tout le temps payer leurs taxes à la salle publique. Ça fait qu'avant la messe, il arrivait de bonne heure, puis ceux qui y arrivaient, puis il ouvrait ses livres avant la messe, puis quand venait l'heure de la messe, il allait à la messe, puis après la messe, ben là, tant qu'il y en avait qui venaient pour payer, surtout dans le temps que le monde payait les taxes, là, ben là, mon père pouvait être 1 heure et demie, même de ça, 2 heures, vous savez, à la salle publique. Mais nous autres, on était dans la voiture, quand on était jeunes, on était dans la voiture, puis on attendait. Ça fait que ça nous mettait qu'on arrivait, nous autres, de vers 1 heure et demie, même de ça, à 2 heures de l'après-midi, vous savez. Ça fait que ça nous faisait des dimanches longs. Le premier vendredi du mois, à ce moment-là, comment ça s'observait? Ah bien, le premier vendredi du mois, ça, autant que possible, il fallait assister au premier vendredi du mois. Après ça, bien, il y avait, dans ce temps-là, il nous parlait, quand on commençait les vendredis, il nous disait que les 9 vendredis de suite, ben là, notre place était au ciel. Hein? Ça fait que, figurez-vous, on a à peu près tout fait, c'est ça, nous autres, nos... Même plusieurs fois. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Tête, hein? Oui, on va arrêter un peu. Ah, ben, Oui, ouais. là. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Entre-temps, M. Théberge, aimiez-vous la lecture? Moi, j'ai tout le temps été un passionné de la lecture. Je peux dire, franchement. D'abord, premièrement, moi, j'ai tout le temps eu un journal à mon nom depuis que je suis marié. Je vais vous donner la preuve. J'ai ici un journal. Vous voyez, le bulletin de la ferme. Il est daté le 25 avril 1929. Ici, c'est bien Roméo Théberge. Il n'y a tout pas de hanche, je n'ai pas triché. C'est l'année que je me suis marié. On a tout le temps eu, puis j'ai tout le temps suivi les journaux, tout le temps. Après le journal, le bulletin de la ferme, je m'étais abonné à l'Action catholique du temps. Il y a eu le Colomb, il y a eu différents journaux. Puis il y avait le Soleil aussi dans le temps. Toujours, mais l'Action catholique, je la trouvais trop mince. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lecture dans l'Action catholique.
J'ai changé de journal. J'ai abandonné l'Action catholique. J'ai pris le soleil. Lui, il avait bien plus de feuilles. Mais, un bon dimanche, notre bon curé, lui-là, il arrive, puis ce que c'est qu'il arrive, il nous pêche sur les journaux. Les journaux jaunes, il n'en voulait pas dans la paroisse. Puis il considérait, lui, le soleil comme un fromage jaune, pensez donc. D'abord, le soleil, vous savez, ça a tout le temps été, aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais il y a été un temps, vous savez, c'était l'organe du Parti libéral, qui n'était pas son parti du temps. L'Action catholique était Indépendant. Conservatrice ou indépendante? Non, elle était considérée, elle ne parlait pas de politique, elle, à peu près pas, vous savez, mais elle fait telle que c'était pas plus d'un bord que de l'autre, en tous les cas. Mais, au fin du compte, ben, pour faire plaisir à notre bon curé, j'ai lâché le soleil, puis j'ai pris l'Action catholique. Mais ça n'a pas pu durer longtemps. Il a fallu que je me rabonne au soleil après ça. Il n'y avait pas assez de lecture sur ça. Ce bon curé-là, c'était... C'était justement notre bon Monseigneur Edmond Tremblay. Justement lui, ça. Ouais. Ça, c'est vécu, ça. Vous vous êtes occupé aussi, je crois, de plusieurs organisations sociales. Ah, ben ça, par exemple, j'ai passé ma vie dans ça, quasiment. J'ai commencé très jeune. J'ai été... je vais vous dire, la première fois que j'ai eu une charge publique, j'avais été nommé inspecteur de chemin. Ah ben mon Dieu, là c'était pas drôle. J'avais été nommé inspecteur, là je me figurais gradé, vous savez. La première fois qu'on a une petite job, vous savez comment ça peut faire. Hein? Mais depuis ce temps-là, vous savez, c'est bien changé. Ça a bien changé Oui, j'ai fait partie de plusieurs organisations. J'ai été directeur de la coopérative. Les dates, les années, je ne suis pas capable de vous les dire, ça, ma mémoire fait de faux sur ça. Pendant plusieurs années. Plusieurs années. Ensuite de ça, j'ai été dans le comité de surveillance de la Caisse populaire. Il y a la Caisse populaire, elle a fait faillite pendant un certain temps. Puis quand elle s'est refondée, la Caisse populaire, j'ai été nommé dans le comité de surveillance. Mais de ce que je trouve le fait curieux, dans le comité de surveillance, on avait été nommé 3. Il y avait le vieux notaire Turcotte, JSN Turcotte, puis Philippe Hudon. Et je me demande encore aujourd'hui par quel hasard ils m'ont nommé, eux autres, président du comité de surveillance. C'est là que vous savez que j'ai pensé, que j'en pense aujourd'hui. D'abord, le vieux notaire, c'était un homme tellement délicat, puis tellement bien instruit, vous savez. Ils ont dit, lui, il est jeune, on va lui donner une leçon. Tout de suite, on sera là pour le surveiller. S'il fait des cauchemars, ben, on lui dira. Comme d'habitude, ben, vous savez, quand ils m'ont nommé président, là, j'étais gêné, mais avec le vieux notaire, moi, j'étais intime. Je ne sais pas pour quelle raison, aucune gêne avec. J'allais tout le temps chercher mes conseils, là, le notaire. S'il y avait quelque chose, moi, là, qui me tacassait n'importe quoi, c'est tout le temps que le vieux notaire. Puis là, ben, il m'avait nommé président du comité de surveillance. Après ça, ben, j'ai été directeur de la Chambre de commerce. J'ai été longtemps, ben, vous allez prendre comme la caisse pour vous dire, j'ai eu un trophée. Comment est-ce que c'est qu'on appelle ça? Une plaque commémorative qui m'a été donnée par il avait fêté les fondateurs de la nouvelle caisse il y a quelques années. Puis ils m'ont donné ça comme souvenir. Ça. Je l'avais-tu mérité? Je ne sais pas. En tout cas, à part de ça, j'ai été directeur de la Chambre de commerce pendant quelques années aussi. Après ça, ben, j'ai été directeur de la Saint-Jean-Baptiste plusieurs années. J'ai été président de la Saint-Jean-Baptiste quelques années aussi. Puis de là, j'ai été nommé, après ça, directeur régional de la région de Chicoutimi. J'étais dans le bureau de direction de la Saint-Jean-Baptiste, aussi dans ce temps-là, vous savez, ça se travaillait en grand, ça.
Ensuite de ça, j'ai été... L'Union catholique des cultivateurs, j'imagine. Ah, pas tellement. J'ai pas été dans l'organisation de ça. J'ai pas été dans l'organisation de la coopérative, d'accord, mais il y a quelque chose que j'oublie là, que je voulais dire qui m'est... À part de ça, j'ai eu la présidence de quoi, donc? Ah oui, j'ai été l'accordaire aussi, il ne faut pas oublier ça. J'ai été pendant 10 ans l'accordaire. J'ai été encore plusieurs années président de l'accordaire. Vous savez, j'ai tout le temps été à manger, moi. J'ai fait partie de la Ligue du Sacré-Cœur aussi. Après ça, bien, voyez-vous, j'ai rentré, oh ben, ça doit faire pour moi 35 ans que je suis dans les Chevaliers de Colomb. Et depuis quelques années, après ça, j'ai remonté, je suis rendu dans les 4e degrés. Je ne veux pas dire ça, vous savez, pour jeter les louanges, mais ici, pour vous dire un petit peu ma vie que j'ai faite. Puis, une chose, après ça, bien là, à un moment donné, ben là, j'ai tout lâché, j'ai tout voulu lâcher, là, j'ai dit, j'étais rendu à bout, je ne m'occupe plus de rien. Final. Là, j'ai donné ma démission comme la Caisse populaire, j'avais donné ma démission par rapport que j'avais vendu ma terre, puis j'ai été passé presque, j'ai été passé 6 mois à travailler au Lout, vous savez. Ça fait que toutes les chars que j'avais toutes démissionné. Fait que quand j'arrive au village, là, j'ai dit, c'est fini. Je dis, je ne prends plus d'occupation, rien, tout. Fait que là, bien après quelques 2, 3 ans, 4, 5 ans, j'étais ici au village, puis ce que c'est qu'ils sont venus me demander, il arrive un groupe me demande pour être conseiller du village. J'ai dit, aucune considération, je ne m'occupe plus de rien. Fait que là, bien, au bout de quelques jours, un autre groupe, toujours qu'à la fin du compte, ben, ils m'ont gagné, j'ai été obligé de rentrer échevin du village de Normandin, que j'ai été encore pendant quelques années. Puis à un moment donné, ben là, j'ai donné ma démission. Puis là, ben, j'ai dit, je me retire de tout, j'ai dit, je suis fatigué. Puis je travaillais dans ce temps-là pour Salomon Weiss, ici. J'étais mesureur, je crois. J'étais mesureur de choses, puis en même temps, contre-maître, si vous voulez, hein, puis quand j'avais tout le temps une équipe à conduire, ça fait que j'ai tout abandonné. Toujours que plus tard, encore, vous savez, quand du monde embarque sur quelqu'un, là, vous savez, on dirait que ça ne lâche plus. À un moment donné, il arrive un groupe ici, il arrive une vingtaine de personnes. Là, bien, faut que... on est venu te demander pour accepter la présidence de l'Âge d'Or. Ah ben, j'ai dit, pensez pas à ça, jamais, jamais, jamais. Toujours qu'à la fin du compte, ça faisait à peu près, je suppose, 7-8 mois que j'étais rentré dans l'Âge d'Or. Non, j'ai dit, pensez-y pas. Mais, à force de ci, à force de ça, toujours qu'à un moment donné, ben, je me suis vu pris, j'ai été obligé de céder. Ils m'ont nommé de force. Franchement, quand le soir qu'ils m'ont nommé président de l'Âge d'Or de Normandin, j'étais tellement découragé quand j'arrivais à travailler là. J'étais pas heureux du tout, du tout. Mais en tous les cas, là, je me suis dit le lendemain, ben, coudonc, j'ai dit, ils ont fait ça, ils m'ont demandé encore un service. Là, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, que voulez-vous? J'ai dit, il va falloir que je me mette à l'ouvrage. Dans ce temps-là, on était à peu près environ 100 membres. Puis, dans ce temps-là, voyez-vous aussi, de la manière que ça marchait pas comme aujourd'hui tout à fait. Ça marchait plutôt, oh, j'ai bon temps. Je ne veux pas dire qu'ils travaillaient mal leur affaire, du tout, du tout. Je ne veux pas blâmer, je les félicite. Ceux qui ont travaillé du temps, je les félicite. Mais quand j'ai rentré, voyez-vous, président, ben là, j'ai changé la routine. Là, j'ai dit à cette heure, ceux qui acceptent des chars, il va falloir que vous travaillez, ah bien donc, je lâche. Ça fait toujours qu'on s'est mis la main dans la main. Puis on a travaillé. Puis j'ai eu une grosse épreuve. Aussitôt que j'ai été nommé, moi, président, ça faisait à peu près 4 mois que j'ai été nommé président. Tous nos biens de l'Âge d'Or étaient au soubassement de l'Église. Ça a tout passé au feu. Ça a été dur coup, ça. Puis,
coudonc, on s'est relevé. Puis tous nos biens avaient passé au feu, ça fait que là, ben, on est arrivé petit à petit. On a arrivé, durant l'été, l'église a brûlé le 6 janvier. Puis là, durant l'été, ça a été bien tranquille. On n'a plus de logement, on n'a plus rien. Mais vous dites que ça me travaillait. Moi qui étais président, l'âge d'or, puis je voyais diminuer ça. Là, ben, j'ai été chanceux. Là, j'ai été rencontrer des membres du conseil. Puis là, c'est les membres du conseil qui nous ont aidés, qui nous ont fourni un local. Mais là, on a parti nos activités. Ben, de petit à petit, ben là, ça l'a monté, ça l'a monté. Aujourd'hui, ben, je peux vous dire qu'on est rendu à 358 membres. Puis ça a l'air bien fonctionner, tout le monde en a l'air bien heureux. Puis en plus de ça, que j'oserais vous dire, vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand on ambitionne sur quelqu'un, là, ben, dans le moment, je suis président, comme je viens de vous le dire, président local. Je suis président du secteur Louis-Aymon, qui comprend 17 clubs qui sont sur mes phares, à Versoix. Puis d'être là, je me trouve le vice-président de la régionale. À peu près tous les mois, il faut que j'y aille siéger à Alma. Ça fait qu'en résumé, vous savez, c'est donc vous dire que je pense que j'ai fait ma part, mais c'est pas avec ça que j'ai fait de l'argent. Je peux vous dire, par exemple, que c'était pas avec toutes les organisations, toutes les charges publiques que j'ai accomplies, vous savez, que j'ai fait mon argent. Moi, le petit peu que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné à travailler puis à manœuvrer. Le bénévolat, vous l'avez connu? Le bénévolat, oui, je l'ai connu parce que aujourd'hui, vous allez pas dans toutes les charges publiques, on dirait directeur, maire, de tout ce qu'il y a d'organisation, ça a tous des salaires. Mais je peux vous dire, dans tout ce qu'il y a d'organisation que j'ai eu, moi, j'ai jamais eu une scène, jamais de salaire. Jamais une scène. Aujourd'hui, si je suis payé, aujourd'hui, j'arrive, je donne tout mon temps, j'ai tout le temps donné mon temps gratis, puis je peux vous dire, même de ça, plus que ça, dans le temps que j'étais échevin, et dans cette couche-là, ça allait mal ici dans la paroisse. Puis il y a des fois, vous savez, qu'il fallait prendre des consultes, puis ben des choses qu'il fallait vivre à nos dépens. Je peux vous dire que moi, là, que j'ai arrivé, puis je suis pas le seul. Ah, je suis pas le seul. Il y en a d'autres, ça les a coûté bien plus cher que moi. Mais il y en a que vous savez, pour avoir eu des charges publiques, ça les a coûté de la grosse argent. Mais c'était pas pour les autres. Il était demandé, c'était le devoir, d'après moi, qui les a travaillés comme ça. Voyez-vous qu'il s'en fait encore beaucoup de bénévolat aujourd'hui? Oui, il s'en fait encore. Oui, on ne peut pas dire qu'il ne s'en fait pas encore, qu'il ne s'en fait pas. Vous savez, vous allez prendre comme aujourd'hui toutes nos organisations de pastorales. Il y en a gros de monde, le bénévolat. Vous allez prendre comme aujourd'hui. Le bénévolat, moi ce que c'est que je remercie, j'en reviens un petit peu à l'âge d'or. Vous allez prendre comme nous autres ici le dimanche, la messe de 9h. Ben ça, c'est tous les bénévoles de l'âge d'or qui arrivent, c'est eux autres qui organisent le chant, c'est eux autres qui s'occupent de la messe de 9h, c'est eux autres qui s'occupent d'avoir les servants, c'est eux autres qui s'occupent d'avoir tout ce que c'est qu'il faut, les services, même de ça, c'est l'âge d'or, on peut dire que c'est encore tout du bénévolat, ça. Je dis qu'il s'en fait encore beaucoup de bénévolat, moi. Puis, en dernier, comme dernière, la politique. Au moment, là, plaçons-nous, il y a 40 ans, 50 ans. De quelle manière que ça se passait? Ah, ben ça, par exemple, là, j'ai jamais été un politicien, mais j'étais comme les autres, j'avais mon parti aussi. Bon. Mais ça ne se passait pas comme aujourd'hui. C'est que dans ce temps-là, vous savez, la politique, ce que c'est qui se faisait, c'était les fameuses assemblées contradictoires. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait deux partis. Il y avait le libéral, si vous voulez, le bleu puis le rouge, autrement dit. Hein. Bon, il y avait des assemblées contradictoires, il y avait les fervents des choses, puis ici, vous voulez ça. Ça ne disait pas comme aujourd'hui du tout. Puis surtout quand il arrivait des peines nominales. Les partis, il y en avait qui organisaient ça. Dans ce temps-là, ça descendait à Roberval, ça se faisait à Roberval. Là, il arrivait, puis chaque parti, eux autres, ils organisaient pour avoir le plus de monde possible, vous savez, pour dire que celui-là va avoir bien plus de chance que l'un, que l'autre pour passer.
du monde descendre à Roberval, je suis derrière des trocs, vous savez, là, charger le monde derrière les trocs, puis charger le monde descendre à Roberval après le nominal, puis après l'Assemblée, ben, ça remontait sur ce monde-là, vous savez. Ça fait qu'il... Mais j'étais comme les autres, vous savez. Mais aujourd'hui, la politique, ça ne m'intéresse plus pantoute. Vous savez, ça y est qu'un temps, ça, hein? Ça y est qu'un temps, ça... Vous êtes à votre retraite depuis combien d'années? Oh, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans, 3 ans cet été que j'étais à ma retraite. Puis là, ben, je pensais quand j'allais prendre ma retraite que j'allais être si, il me disait le monde, mais t'arrêtes de travailler, toi, là tu vas t'ennuyer, tu vas t'ennuyer. Mais je vous dis que j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai d'ouvert comme je n'ai jamais eu. Là, je travaille. Ça voudrait-il dire ça que pour faire une paroisse, pour construire une paroisse, il y a eu gros d'ouvrage fait en dedans de 100 ans. Est-ce que, d'après vous, il en reste encore autant pour la maintenir et l'agrandir encore? De l'ouvrage, ça, il y en a tout le temps eu pour améliorer, puis après ça, si Normandin est comme aujourd'hui, vous savez, c'est parce qu'il y a eu du monde qui ont travaillé pour le bien de la paroisse. Puis moi, je me dis, pour continuer, il y en aura tout le temps de l'ouvrage. D'abord, vous savez, les temps changent. Aujourd'hui, vous savez, comme il y a 30 ans, 40 ans, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voyez-vous, tout change. Hein? On disait, on parle des fois de la religion, comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'elle est changé. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire de reproche à personne. Nous autres, dans notre temps, nous autres, ben, mon dos, embrasser une fille, c'était péché. On n'était pas capable de veiller. Dans le temps de ma jeunesse, moi, on arrivait, puis on veillait au salon. On n'est pas tout le temps veillé au salon, il y a un petit peu de danger, mais quand on veillait au salon, vous savez que le chaperon ne nous parlait pas de vue, vous savez. Il me semble qu'on n'était pas plus méchant dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ça fait, c'est pour dire, je ne suis pas prêt à critiquer aujourd'hui les jeunes. Il fallait un espace entre les chaises. Ah oui, il fallait un espace. Ah, je me rappelle, je vais vous conter un petit fait. Un bon coup, ma blonde, ma femme du temps, arrive, puis nous autres, la maison était grande, c'est mon père. De coin en coin, là, je pense que ça pouvait faire, une trentaine de pieds de long. Toujours que c'était une causeuse qu'il y avait dans ce temps-là. Mais là, la causeuse, elle avait fait placer la causeuse dans un coin, puis la belle-mère watchait de ce bord-là, vous savez. Fait qu'à un moment donné, ma femme change la causeuse de place, elle ne nous voyait pas. Mais on avait rien qu'un soir. Là, elle travaillait, elle a parti de mettre la causeuse, je sais que vous êtes. En fait, vous savez, ces petits faits-là, là. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ah non, on n'avait pas le droit. Je me rappelle quand on a été. On se mariait, au bout de quelques jours, on s'était donné le mot pour aller s'acheter du linge à Saint-Félicien. C'était en voiture. Puis c'était en hiver, hein, Coteur. Puis il a fallu avoir le chaperon avec nous autres pour aller à Saint-Félicien. Je pense que c'était 30 en bas de zéro. Habillé, par-dessus habillé, puis ça nous. Deux, on a été si bien assis, mais là, le troisième, il était tout le temps assis sur les genoux de l'autre, vous savez, là. Ben, pensez donc, hein. C'était un peu de folerie, là, ce temps-là. C'était un peu de folerie, ça, hein. En tous les cas, je ne blâme pas aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, moi, si j'étais comme les jeunes, je ne dis pas que je ferais mieux que les autres, du tout. Vivons notre vie aujourd'hui, puis les leurs, ben, ils la vivront comme l'avenir, comme notre bon Dieu jugera. Vous savez, c'est d'abord la première des choses, c'est le bon Dieu, nous autres, moi je calcule que j'ai encore de besoin. Puis j'ai encore confiance au bon Dieu. Il y en a qui n'ont pas confiance, ben moi j'ai encore confiance. Puis je pense, de temps que je vais m'avoir un petit souffle de vie, je me pensais au bon Dieu. Entre nous autres, il y a seulement lui qui n'a pas changé. Ben oui, pour moi il n'a pas changé. Comment qu'il... En tous les cas. En tout cas, ça a été très agréable, M. Deberge, et on vous remercie beaucoup de votre entrevue.
l'été, ben, souvent, ben, il venait d'autres jeunes hommes. Il y avait des chanteurs parmi ceux-là. Puis, on passait la veillée faire chanter ceux qui savaient chanter. Mon mari, lui, il chantait pas. Alliez-vous danser parfois? Ah non, jamais. Alors, c'était bien défendu d'aller danser. Ça, surtout une fille qui faisait la classe, ça, fallait pas qu'elle aille danser. C'était presque, c'est presque sacrilège. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, vous ne pouviez pas aller faire le tour de la ville, puis Non, la non. boîte d'un auto. Non, non. En quelle année vous êtes-vous mariée, Madame La Liberté? En 1918, Vous avez eu plusieurs enfants? 16 enfants. 12 de vivants. Puis il y a 2 qui sont morts qui avaient 1 an. L'ouvrage, il y avait pas mal d'ouvrages de fait après. Ensuite, mon beau-frère, Horace, a perdu sa femme. Dans ce temps-là, j'avais 2 enfants. Et puis, ils sont venus rester ici. Lui, Horace, puis ses 2 plus vieux, Fernand et François. Il y avait un bébé. Le bébé a été chez Georges, mon beau-frère. Ils ont resté pendant 10 ans ici. Vous aviez vos grands-parents. Puis j'avais, oui, mes grands-parents étaient ici. Puis ensuite, quand ils sont en allés d'ici, là, on les a encore rendus bien des services. Ils s'étaient acheté une maison, la maison voisine de la fromagerie, là, en face de chez Georges. Puis on allait de temps en temps leur rendre service, il était rien que des hommes, là. Quand Fernand s'est marié, ben, ça a été mieux. Ensuite, les autres ici, là, ben, la famille augmentait tout le temps. Quand ma belle-mère, quand elle est morte, il y a 2 enfants qui sont venus au monde après. Ça veut dire qu'il y en avait 14 qui étaient venus au monde du temps qu'elle était avec nous autres. Puis, Les travaux, les lavages dans ce temps-là, comment est-ce les lavages, on avait la pompe, par exemple, dans l'eau dans la maison. On faisait chauffer l'eau sous poêle d'un grand balleur. Puis on avait une machine à laver avec un bras là, puis un tordeur. On avait ça. Mais par exemple, on trouvait que le linge ne se lavait pas assez bien. On avait notre planche à laver puis qu'on se frottait. Ben, ça faisait des gros lavins. Le plancher, ben, c'était pas tout. Quand on avait le moyen de s'acheter de la peinture, on le peinturait. Quand il n'était pas peinturé, ben, il était blanc. On brossait avec, on se faisait du vessie, là, pour brosser le plancher. Puis quand les enfants se traînaient, là, ben ça, je lavais mon plancher tous les jours. Au lieu de laver plusieurs robes, je lavais le plancher. Faisiez-vous votre savon dans ce temps-là? Oui. Oui. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est ma belle-mère qui le faisait. Oui. Aisiez-vous votre mari à travailler dans les champs? Dans le champ, je suis jamais allée à peu près dans le champ. Mais aller à l'étable, soir et matin, ça, j'ai toujours fait ça. Laver les canisses à lait. Puis ensuite, il y avait beaucoup d'ouvrages à faire dans la maison. Oui. Le pire que j'ai trouvé, moi, dans ma famille, là, ça a été quand j'avais 7 ou 8 enfants. Là.
j'avais pas d'air. Puis dans ce temps-là, ben, on n'avait pas les quantités qu'il y a aujourd'hui. Mais après que, ben, heureusement que j'avais des filles qui étaient dans les plus vieilles qui m'ont aidé. Parce que je vous assure que ça a été dur, certain. Avez-vous trouvé ça un embarras des fois, des petits avec vos grands-parents dans la maison tout le temps? Non, Non. non, Vous avez la fatigue. non, non. Non, parce qu'il était bon. Tant que mon beau-père a vécu, il m'a aidé. Il m'a aidé beaucoup, comme on pompait l'eau, hein, pour les lavages. Puis s'embrasser le moulin à laver, il faisait ça. Et puis ma belle-mère, ben, elle faisait la cuisine. Tant qu'elle a été capable de faire la cuisine, elle l'a fait. Donc, vous avez été heureuse. Oui, oui. Même moi, mois de mars, on part de nos deux mères et l'enfant. Dans le mois de mars. Ouais. Oui, toi. Nos deux mères et l'enfant. Et mois de mars. Ce mois-là était dur. Ça fait que vous regrettez pas votre passé. Non, non. Aujourd'hui, c'est fait que j'ai passé à travail. Puis avez-vous tout le temps eu une bonne santé? Non, pas toujours. Ah, non. Parce que ma digestion, ça, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Fait que j'ai pas toujours eu une bonne santé. Ça fait que combien est-ce qu'il vous reste d'enfants vivants? 12. 8 filles